Voilà, nous tenons à remercier le docteur Ahmed Skiri, en tout cas pour cette présentation qui a été brève, mais très, très bénéfique et très contributive pour notre cursus. Voilà, déjà, nous allons commencer par prendre une série de 4 questions. Nous allons commencer par prendre une série de 4 questions et ensuite nous allons évoluer de cette manière. Alors, voilà, Yamin Abrahim qui a écrit: est-ce qu'on peut faire la FIV chez une femme qui a une hyperprolactinémie qu'on a mis sous bromocriptine? Je pense que oui. On peut très bien faire la fécondation in vitro sur une fois que le taux de prolactine a été corrigé. Sachez qu'à part, à part le traitement, la bromocriptine, aujourd'hui, il y a un traitement plus simple à prendre pendant une fois par semaine. C'est beaucoup plus simple comme traitement, mais oui. Apparemment, il y a des questions qui sont écrites. On reste sur la dernière ligne. On reste sur la dernière ligne. Voilà. Après celle-là. Je vais vous demander de réactiver votre son et celui qui pose la question, il parle. Alors, il y a Jean-Pierre Locadi qui dit: quel est l'impact du test post-coïtal et de l'AMH? Voilà, donc, docteur, le test et de l'AMH. Alors, évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, l'AMH, c'est la réserve ovarienne. C'est un bilan qui est très important pour faire parce que ça nous permet d'évaluer la réserve ovarienne et ça nous donne une idée, surtout chez les femmes qui dépassent les 35 ans. Bon, chez une femme jeune, on peut estimer qu'elle n'a pas vraiment besoin de faire le dosage d'AMH avant la FIV, sauf pour si on veut adapter le traitement. Mais pour une dame qui dépasse les 35-38 ans, il vaut mieux vérifier la réserve ovarienne avant de se lancer dans la FIV pour mieux pouvoir l'aider. Le test post-coïtal, c'est vrai qu'on le fait encore, mais sachez que c'est un test qui est un peu ancien et aujourd'hui, avec le spermogramme donc, qui est bien fait, on n'a vraiment pas besoin de faire le test post-coïtal. Alors, Henri Alamazani, on peut nous rappeler les bilans hormonaux. Donc, le bilan hormonal, comme on a dit, donc il y a un bilan qui est faisable pendant le cycle, entre le 2e et le 5e jour du cycle. Et le bilan, il y a le dosage de FSH, LH, prolactinémie et l'AMH, bien sûr. Ça, c'est le bilan initial qui va nous permettre de s'orienter. Si on pense que la dame pourrait avoir un problème de thyroïde, on peut aussi demander la TSH. Généralement, c'est suffisant comme premier bilan d'orientation chez la femme. Une question de Jean-Baptiste Kanda. Donc, quelle est l'importance du dosage de l'hormone de AMH en cas d'infertilité? Je pense que je viens de parler de ça, que l'AMH, je vais ouvrir une petite parenthèse sur l'AMH. L'AMH, c'est vraiment très important parce que ça nous oriente dans notre travail, mais sachez qu'il y a certaines personnes qui font l'AMH dans un mauvais laboratoire, on leur donne des taux très bas et ils sont lésés
parce qu'ils pensent à tort qu'ils ont une mauvaise réserve ovarienne. Donc, quand on fait ces bilans-là, il vaut mieux les faire dans un laboratoire de qualité à qui on fait confiance. Nina Ibrahim qui demande encore une fois. Ah, d'accord. Il y a Mina Brahim qui demande. En fait, je ne connais pas le taux de. Le taux de la prolactine, et si vraiment on a besoin d'utiliser un traitement à long cours, mais normalement aujourd'hui il y a la cabergoline, avec un comprimé, il y a beaucoup de produits bien sûr de la cabergoline, avec un comprimé par semaine qui est suffisante pour traiter les hyperprolactinémies. Et si on a un problème de... Parce que la prolactine, quand elle est importante, quand elle dépasse le 100, on demande généralement l'IRM ou le scanner de l'hypophyse pour voir s'il n'y a pas de problème au niveau de l'hypophyse. Et dans ce cas, le traitement sera prolongé. On peut prolonger entre 2 et 5 ans. Et j'imagine que c'est très compliqué de boire des comprimés tous les jours. C'est beaucoup plus simple de boire des comprimés une fois par semaine. Alors, Alpha Blondie Yamba Yamba. Donc, est-ce que la contraception, pilule du lendemain, pourrait avoir des incidences sur la fertilité? La bonne réponse est non. La contraception, d'abord la pilule du lendemain, ce n'est pas vraiment une méthode contraceptive, c'est ce qu'on appelle la contraception d'urgence. Si on a vraiment besoin d'une contraception à long cours, c'est mieux de prendre une pilule contraceptive classique normale, parce que la pilule du lendemain, elle peut bouleverser le cycle. C'est vraiment la contraception d'urgence. Mais toute la contraception hormonale n'a aucun impact sur la fertilité dans le futur. Alors, Question Facebook. est-ce qu'on a des questions Facebook? On va regarder si... Oui, je t'ai envoyé la question. Ah, C'est le commentaire. Apparemment, il y a une... question qui vient de Facebook. Voilà. Il y a une question qui vient directement de Facebook. Sawagadou, qui a dit: y a-t-il une technique pour aider les embryons à se fixer après le transfert? Ça, c'est une question très importante, surtout pour les couples qui sont passés par un cycle de fécondation in vitro. Vous savez qu'aujourd'hui, grâce à l'ICSI, on peut faire même la fécondation in vitro quand il y a un très faible nombre de spermatozoïdes. C'est vrai qu'on a des fortes stimulations ovariennes, on peut réussir à avoir des embryons même chez les femmes qui n'ont pas une très bonne réserve ovarienne. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est comment fixer ces embryons. On n'a aucun moyen de le faire. On a un traitement qu'on appelle un traitement de la phase lutéale. On donne de la progestérone, on donne de la spigique, mais il n'y a aucun moyen pour fixer, c'est-à-dire c'est vraiment notre mystère. Et je pense que le jour où on va découvrir comment améliorer l'implantation des embryons, donc celui qui va le faire, peut-être il aura même le prix Nobel, parce que c'est très compliqué, on fait des transferts, on voit que l'endomètre est bon, le biologiste nous dit que
l'embryon est parfait et après, il n'y a pas de grossesse à tous les coups. Heureusement qu'il y a des femmes qui ont des bébés, mais on aimerait bien améliorer ça. Et pour l'instant, on ne sait pas comment le faire. Alors, il y a une autre question. Alors, Monsieur Jean-Baptiste Condat, comment obtenir la présentation d'aujourd'hui? Déjà, la présentation, elle est partagée sur ma page officielle et elle sera sur mon Facebook. Et je pense que le plus simple, donc normalement, c'est aussi partagé dans votre page. Donc, c'est très simple. Elle va rester sur Facebook, cette présentation. Alors, Monsieur Mike Mendo, quelle est la part de l'infertilité immunologique aux anticorps antispermatozoïdes lors de l'infertilité inexpliquée? Si on a des anticorps au niveau de spermatozoïdes, on ne peut plus parler d'infertilité inexpliquée. L'infertilité inexpliquée, c'est quand on n'a rien dans le bilan. Mais les anticorps anti-spermatozoïdes, le biologiste généralement nous répond qu'il y a des accolements des spermatozoïdes, ils sont accolés, et là, on va explorer bien sûr ça. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas détaillé, mais il y a aussi d'autres tests de sperme comme recherche des anticorps, la spermoculture pour voir s'il y a un problème d'infection. Chez la femme, on peut faire un prélèvement vaginal et chez l'homme, un prélèvement urétral pour découvrir s'il y a des problèmes de sperme, d'infection, et il faudra les traiter, bien sûr. L'autre question de M. Mike, quel bilan faites-vous en cas d'azospermie? Encouragez-vous la biopsie testiculaire dans ce cas? Absolument, oui. L'azospermie, je vous rappelle qu'il y a deux types d'azospermie. Il y a ce qu'on appelle l'azospermie obstructive. Ça veut dire que les testicules fabriquent normalement les spermatozoïdes, mais ils ne peuvent pas sortir. Et il y a l'azospermie sécrétoire. Ça veut dire que le spermatozoïde lui-même ne fonctionne pas et ne fabrique pas de spermatozoïdes. C'est quoi la différence? La différence, quand les spermatozoïdes sont fabriqués mais ils n'arrivent pas à sortir, on fait la biopsie testiculaire, on prélève ces spermatozoïdes, on les congèle et on peut faire la fécondation in vitro. Et c'est la grande solution de l'infertilité masculine. Les bilans, le bilan initial, il faut faire une échographie testiculaire pour évaluer la taille des testicules, pour évaluer s'il n'y a pas de problème au niveau du testicule, et faire un bilan hormonal chez l'homme, principalement la FSH et la testostérone, pour voir si les bilans, en fonction de ça, on pourra dire si oui ou non on aura des spermatozoïdes. Mais même avec un bilan qui n'est pas parfait, tant que les testicules ne sont pas de très très petite taille, c'est mieux de faire la biopsie testiculaire et vérifier. Alors, Monsieur Hope, de quelle manière la varicocèle peut provoquer l'infertilité masculine? Très simple, les testicules sont censés être à l'extérieur de notre corps parce qu'ils ne sont pas censés être chauds. Les varicocèles, c'est des varices au niveau des testicules. Ils chauffent les testicules. Et quand les testicules chauffent, il y a une diminution de la qualité des spermatozoïdes. Du coup, on propose la chirurgie. Mais on ne propose pas la chirurgie dans tous les cas. Il faut vraiment avoir une varicocèle clinique, visible, palpable à l'œil nu. Parfois, à l'échographie, ils nous disent varicocèle grade 1, varicocèle grade 2. Ce n'est pas suffisant pour indiquer la chirurgie. Il faut vraiment que ce soit palpable
et il faut vraiment avoir un problème pour indiquer la chirurgie. Question Facebook. Joseph, docteur, moi j'ai un problème de myome qui m'empêche de concevoir, comment faire? Bonjour madame, les fibromes, c'est un sujet très important. Si le fibrome est de petite taille, moins de 8 cm, s'il n'existe pas à l'intérieur de l'utérus, on ne fait rien. Si le myome est gros, ou si leur ensemble est gros, c'est-à-dire on fait la somme, on trouve qu'il dépasse un certain nombre de centimètres, et si on fait l'exploration, ça veut dire l'hystérographie ou l'hystéroscopie de la cavité utérine, et on découvre que ces fibromes-là gênent la cavité utérine, dans ce cas, il faut faire la chirurgie. Ça veut dire qu'il ne faut pas opérer tout le monde, et dans tous les cas, il faut vraiment vérifier que le fibrome il empêche la grossesse. Et avant tout cela, il vaut mieux faire un bilan de fertilité. Ça veut dire, si on découvre un fibrome chez la dame, on fait aussi un spermogramme chez messieurs. Comme on dit, un train peut cacher un autre. Donc, il ne faut pas faire confiance. Juste si on a trouvé quelque chose chez madame, on dit que c'est bon, on ne va plus rien faire. Alors, docteur Mazele, bonjour. Est-ce que la survenue d'un œuf clair peut être liée à la qualité des spermatozoïdes? Possible. Alors, c'est quoi un œuf clair? C'est une grossesse visible à l'échographie dans laquelle il n'y a pas d'embryon. On fait des échographies, on voit que la grossesse grandit, elle peut dépasser la taille du sac, dépasse les 2 ou 3 cm, et on n'a pas d'embryon à l'intérieur. On appelle ça un œuf clair. Généralement, c'est un problème chromosomique. Est-ce que le problème chromosomique, ça vient de l'homme, de la femme, ou juste de la rencontre de ce spermatozoïde de l'ovocyte? On ne sait pas. Mais généralement, si on fait une aspiration, on demande aussi à l'anapathe de nous aider. Messieurs, oh madame, il y a Technospar. Quelle est la limite du gynécologue dans l'exploration de l'homme dans un couple infertile? Quelle est la part respective entre un gynéco et un neurologue dans la prise en charge de l'infertilité d'origine masculine? C'est une très bonne question. Moi, je préfère voir l'homme dans mon cabinet. Je suis pour la consultation du couple. Je pense que l'homme, s'il consulte seul, c'est mieux qu'il consulte un urologue pour un problème urologique. Par contre, s'il vient avec sa femme et que leur problème, c'est la grossesse, c'est mieux qu'ils viennent ensemble pour participer à l'interrogatoire. Et en fonction de l'interrogatoire, on peut aussi examiner l'homme. Un gynécologue, c'est un médecin, d'abord un médecin, donc il peut examiner l'homme aussi. On peut découvrir des choses, ça veut dire qu'il ne faut pas penser que toutes les pathologies sont compliquées à diagnostiquer. Il m'est arrivé d'examiner un couple et donc je demande à l'homme pour faire un examen et je découvre que l'homme n'avait pas de testicules. C'est une question qui paraît bizarre parce que le monsieur avait 30 ans, mais c'est possible. Donc, sachez qu'un examen d'un gynécologue, c'est bien apprécié. Après, si c'est une dame gynéco qui n'a pas cette possibilité, au moins, c'est mieux qu'elle envoie à un confrère urologue pour l'examen. Alors, Castelli, donc bonjour, professeur. Les rapports sexuels pendant les cycles menstruels peut-il être la base de la stérilité du couple, de la production des anticorps antispermatozoïdes par la femme? Alors, d'abord, on a dit qu'on va essayer de parler de l'infertilité du couple et pas de la stérilité, parce que la stérilité,
c'est un diagnostic a posteriori. Ça veut dire si la dame a dépassé les 45 ans et que ça fait 10 ans qu'elle essaye d'avoir un bébé, elle n'a pas réussi, on peut dire qu'elle est stérile. Avant ça, on parle de l'infertilité. Et les anticorps anti-spermatozoïdes sont fabriqués par le testicule, par l'homme lui-même, pas par sa femme. Quand on dit anticorps, c'est anticorps contre, c'est le monsieur qui fabrique. C'est pas la dame qui fait, c'est pas le vagin qui fabrique des anticorps anti-spermatozoïdes. Non, c'est dans le testicule qu'on a ça. Mais par contre, on peut avoir une glaire cervicale hostile quand on a une infection vaginale, quand on a un problème comme ça. On peut avoir un problème pour, c'est-à-dire s'il y a une infection vaginale, les spermatozoïdes peuvent ne pas parvenir jusqu'à l'utérus. Voilà, donc là, Alpha Blondy revient sur la pilule. Voilà, que je reviens. La pilule du lendemain et les contraceptifs au long cours. Les femmes qui se plaignent des spanioménorrhées ou des aménorrhées secondaires suite à la prise répétée de la pilule. Je vous assure que la pilule n'est pas méchante. Une pilule classique, ça veut dire 21 jours de prise, 7 jours d'arrêt, ne va pas empêcher ni la grossesse, ni modifier le cycle de la dame. Peut-être que cette femme avait un problème de cycle auparavant. Peut-être qu'elle est mariée depuis 10 ans et qu'elle a pris 20 kilos. Mais peut-être qu'elle a toujours eu des cycles qui étaient réguliers. Mais la pilule en elle-même ne modifie pas le cycle. Alors, quelle est, à votre avis, entre létrozole et clomifène dans l'induction de l'ovulation des patientes OPK? Les deux produits sont possibles. Si vous avez la capacité d'acheter le létrozole, parce qu'il n'est pas présent dans tous les pays, sachez que dans certains pays, les ovaires polykystiques, comme on a dit, le problème principal, c'est le retard d'ovulation, du coup, un retard du cycle. Et quand on a ça, comment induire cette ovulation? On prescrit soit le citrate de clomifène, soit le létrozole de première intention pour induire cette ovulation. Une fois qu'on a une ovulation, c'est-à-dire c'est mieux de faire une échographie entre le 10e et le 2e jour du cycle pour vérifier qu'il y a une ovulation et puis proposer des rapports 1 jour sur 2 pendant cette période. Il n'y a pas de différence entre les deux produits et ça dépend de la disponibilité chez vous et celle de la patiente. Quelle est la prise en charge d'un homme avec asténospermie? Asténospermie, d'abord, il faut explorer ce monsieur, il faut voir que c'est juste asténo, ça veut dire que les spermatozoïdes ne sont pas aussi mobiles qu'on le voudrait. Il y a une diminution de la mobilité. Donc, les conseils, je pense qu'on les a déjà vus. Je vais partager encore une fois avec vous cette image-là. Voilà. Comment améliorer un problème de sperme chez messieurs? Je pense que c'est valable pour tous les problèmes spermatiques chez l'homme. Il faut perdre du poids, faire du sport, éviter de trop chauffer les spermatozoïdes, arrêter le tabac ou diminuer au moins la quantité du tabac, diminuer la quantité d'alcool, boire avec modération, voire ne pas boire pendant la période de la conception et diminuer la quantité du tabac. Je pense qu'on va... je vais encore répondre à 2 ou 3 questions
Et on va clôturer. Alors, est-ce que vous êtes pour la prise de citrate de clomifène pour une femme nullipare âgée de plus de 35 ans et pourquoi? C'est Mardoché. Il n'y a pas de problème. Le citrate de clomifène, une fois, d'abord, qu'on soit clair, une femme de plus de 35 ans, elle doit faire un bilan d'infertilité au bout de 6 mois. Ça veut dire que si vous avez une seule info à retenir aujourd'hui, c'est que pas de traitement sans exploration. Une fois que vous avez fait les bilans nécessaires, vous allez discuter avec votre patiente le traitement nécessaire. Si le seul problème chez cette dame qui a 37 ou 38 ans, c'est les ovaires polykystiques, parce que le citrate de clomifène est principalement indiqué en cas d'OPK. Il n'a pas beaucoup d'intérêt dans les autres, c'est-à-dire si la femme a déjà une ovulation normale, il ne va pas beaucoup l'aider. C'est principalement les ovaires polykystiques avec un problème d'ovulation. Que faire? Voilà une autre question. Que faire de manière pratique dans le cas de préparation d'une insémination intra-utérine indiquée par éjaculation rétrograde? Docteur Benjamin Lemalema. Alors, oui, vous savez ce que c'est que chez les diabétiques, l'éjaculation ne se fait pas d'une manière naturelle, mais se fait plutôt dans la vessie. Et il y a toute une technique comment récupérer ces spermatozoïdes. Ça veut dire il faut prendre des produits alcalins comme pour ne pas avoir une acidification des urines. On doit boire de l'eau alcaline pendant 24 heures. On fait le prélèvement et debout, absolument. Et après, on évacue la vessie et on cherche des spermatozoïdes. Alors, une fois qu'on a fait ça, on fait la recherche des spermatozoïdes dans les urines. Une fois qu'on a ça, en fonction de ce qu'on a, on va dire, est-ce qu'on peut faire l'insémination ou c'est impossible, c'est plutôt la fécondation in vitro qu'il faudrait faire. N'oubliez pas que si les spermatozoïdes ne font pas le circuit normal, on risque d'avoir des spermatozoïdes de moins bonne qualité. Voilà, donc je pense qu'on va finir avec toute cette question parce que c'est vrai que les questions sont nombreuses et c'est très intéressante. Madame Believe Munoki. Donc, je pense que il faudra réactiver le son. Believe, il faut réactiver le son. Ah non, d'abord. Voilà, nous tenons sincèrement à remercier le Dr Ahmed pour son intervention qui a vraiment été capitale et bénéfique pour nous. Et merci également à tous nos participants. Et je pense que la suite de questions peut suivre sur nos pages en fait, Facebook, Instagram et autres. Et n'oublions pas, si nous ne sommes pas abonnés à nos pages, à la page du club de gynéco-obstétrique, de nous abonner afin de bénéficier de certaines activités dont nous organisons. Merci. Je pense que je peux passer la parole au président du club s'il le veut bien pour un mot de remerciement au nom du club. Merci, Dr Ahmed. Merci beaucoup. On va clôturer. Merci beaucoup tout le monde. C'était vraiment un plaisir. C'est une belle expérience. J'ai beaucoup adoré.
Et j'espère qu'on va la répéter encore une fois. Donc, on va choisir un sujet intéressant